Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT du droit du travail, un droit du travail mouvementé par l'inflation qui impose aux employeurs d'augmenter le SMIC, puisque évidemment le législateur l'augmente en suivant les règles dont on va reparler dans quelques instants. Nous allons donc parler pendant ce JT des effets pervers de l'augmentation du SMIC. Et pour cela, j'accueille Maître Pascal Pétrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet Pétrel et Associés. D'abord, le SMIC, c'est pas magique, c'est automatique. C'est le gouvernement qui applique des règles qui ont été établies par le législateur et qui lui impose d'augmenter le SMIC à certaines étapes de l'année. Oui, rappelons les règles applicables aux évolutions du SMIC. Il y a déjà une règle de principe, c'est que le SMIC évolue une fois par an au 1er janvier en fonction effectivement du rapport de l'indice de consommation d'une année sur l'autre. Ça, c'est la règle que l'on connaissait et tous les ans, il y avait cette tarte à la crème. Est-ce que le SMIC va augmenter un petit peu plus que la règle au 1er janvier? Mais entre-temps, l'inflation a changé la donne. Voilà, c'est-à-dire que pendant des années, malgré une règle identique, comme le taux d'inflation était très faible, parfois même le SMIC n'augmentait pas. Malheureusement, la donne a changé puisque le contexte inflationniste fait que non seulement, effectivement, il faut appliquer la règle au 1er janvier, c'est ce qui s'est passé en 2022 et en 2023, au 1er janvier, mais de plus, les règles applicables imposent une revalorisation automatique du SMIC dès lors que le taux d'inflation a progressé de plus de 2% par rapport à la dernière évolution. On parle en trimestre, c'est ça. Alors, sur le trimestre, effectivement. Et donc, on peut se retrouver, en théorie, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu cette année, avec des augmentations du SMIC tous les 3 mois. On peut se retrouver effectivement avec des augmentations du SMIC tous les 3 mois. Je rappelle qu'en 2022, il y en a eu, outre celle du 1er janvier, 2. Déjà, donc rien n'interdit que... En 2023, ça soit la même chose. Oui, qu'il y en ait une autre, par exemple, en septembre prochain. C'est ça le prochain rendez-vous. Octobre. Alors, quels sont les impacts financiers de l'augmentation du SMIC sur l'entreprise? J'ai la réponse, mais vous allez nous la donner. L'impact financier, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le SMIC augmente, vous savez que la composition des salaires de l'entreprise est faite de deux manières. Les salaires réels, bien sûr, mais qui doivent être comparés d'une part au SMIC et d'autre part au salaire minima conventionnel. Puisque effectivement, aucun salaire ne peut être en dessous du SMIC ni en dessous des minima conventionnels. Donc pour l'entreprise, dès lors qu'effectivement il y a une augmentation du SMIC, de toute façon, elle doit revoir au travers de son système de paye par requête, de comparer tous les salaires de l'entreprise pour voir s'ils sont en dessous ou au-dessus du SMIC. Deuxième règle, en dessous ou au-delà du salaire minimum conventionnel, puisqu'il peut y avoir un effet mécanique, je dirais, du SMIC vers les salaires minima conventionnels, puisque les branches sont aussi obligées de négocier périodiquement les salaires minima. Sauf que là, Pascal, on parle évidemment des salaires minimums de l'entreprise. Mais quid de la grille des salaires, de ceux qui sont juste au-dessus ou un peu au-dessus, quand vous êtes à 120% du SMIC ou à 1,5 SMIC? Alors, sauf règle interne de l'entreprise qui prévoirait une mécanique de revalorisation automatique sur l'indexation au SMIC des salaires, il n'y a aucune obligation pour l'entreprise de revaloriser les salaires qui sont au-dessus du SMIC ou des minima. Si ce n'est que ça peut poser quand même une difficulté, puisque plus les salaires se rapprochent du SMIC, plus il y a un risque effectivement d'écrasement et plus il y a un risque de démotivation, puisque les salariés peuvent considérer qu'ils ne participent pas, je dirais, de la récompense de l'effort qu'ils font et peuvent éventuellement aussi, par le biais de leurs représentants du personnel, avoir une certaine contestation de la politique de rémunération. Sauf que c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, on augmente le SMIC et quand vous demandez au directeur financier l'impact d'augmenter tout le monde proportionnellement, il vous dit ça passe pas, c'était pas prévu dans le budget. Alors, naturellement, il peut effectivement dire que ça ne passe pas, si ce n'est que là, depuis 2 ans, on le sent très bien d'ailleurs dans les entreprises, la pression monte, puisqu'il y a des contraintes supplémentaires et puis que l'inflation est tellement importante et que l'augmentation des prix et la faiblesse du pouvoir d'achat est une question inhérente à cette progression de l'inflation. Les entreprises sont obligées de se mettre autour de la table avec notamment
leurs représentants du personnel ou leurs délégués syndicaux pour évoquer la question salariale. Alors, c'est pas forcément celle de la revalorisation des salaires directs, puisqu'on a d'autres éléments qui viennent compléter la politique de rémunération, mais en tout cas, il y a une nécessité pour les entreprises aujourd'hui d'intervenir sur la question du pouvoir d'achat, parce que les salariés ont un besoin fort en la matière. Vous êtes en train de nous dire que le salaire ne fait pas tout et que à côté du salaire, il y a d'autres moyens de rémunérer les salariés. Ça veut dire qu'on en revient aux tickets restaurants augmentés, on en revient aux primes ponctuelles, événementielles. Alors, il y a bien sûr tous les avantages annexes qui peuvent donner lieu effectivement à une alternative aux revalorisations directes, puisqu'en plus, il y a un intérêt, le cas échéant, en bénéfice d'exonération sociale. Et puis, il y a tout le package partage de la valeur ajoutée. Tous ces textes qui sont passés sur le partage de la valeur ajoutée. D'ailleurs, il y en a un qui a été présenté au Conseil des ministres et qui va être voté, où effectivement, par le biais des outils de l'épargne salariale ou de la prime de partage de la valeur ajoutée, sont des éléments qui peuvent éventuellement intéresser les entreprises pour pouvoir effectivement revaloriser les rémunérations. Le tout quand même aussi en exonération de cotisations sociales. Sauf que pour bien des salariés, bien des employés, au final, ce qui compte, c'est ce qu'ils ont en bas de la fiche de paye. Et tous les mécanismes de rémunération annexes leur passent parfois à 100 km au-dessus de la tête, non ? Je crois qu'il faut distinguer ce qu'effectivement le cadre dans lequel s'intègrent les syndicats pour revendiquer effectivement plutôt des revalorisations directes que les salariés, eux, ce qu'ils comptent, c'est ce qu'ils peuvent avoir dans leur porte-monnaie. Donc, je crois que bien naturellement, ils vont pas se détourner de la revalorisation des salaires directs, mais l'employeur a effectivement aussi des explications utiles à utiliser les outils de partage de la valeur pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, ça diminue quand même la pression des charges sociales, et deux, ça s'inscrit dans une durée limitée dans le temps, qui dans un contexte économique incertain peut être quand même confortable, y compris dans l'intérêt des salariés. L'essentiel, c'est qu'au bout du compte, il y ait une augmentation de la rémunération. Si je comprends bien, sur ce sujet, un des points essentiels, c'est la communication de l'employeur vers ses salariés. Il faut dire le plus possible ce que l'on fait et comment on le fait. Il y a la communication déjà de l'employeur vis-à-vis de ses interlocuteurs en la matière, et il y a effectivement une bonne communication vis-à-vis des salariés pour faire comprendre qu'il est conscient du besoin des salariés, de leur volonté d'augmentation, tout en les rassurant sur le fait que la politique de rémunération ne peut pas être à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise et de sa pérennité. Est-ce que cette nouvelle donne, avec ce SMIC qui augmente tous les 3 jeudis, mais en fait c'est tous les trimestres, ça ne pose pas tout simplement la question de la légitimité du SMIC en tant que tel, puisque de mémoire, on a plus de 20% de la population française qui est aujourd'hui rémunérée au SMIC. Est-ce que c'est un bon outil ou il faudrait peut-être le tuer ? Alors, je ne crois Comme pas dans certains pays. Non, je ne crois pas qu'il faille le tuer, puisque on est sur une notion de garantie minimale. Donc, que les salariés puissent bénéficier d'une garantie minimale de rémunération légale, ça me semble utile, puisque de toute façon, dans notre pays, elle est à 2 niveaux. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. On a un niveau de rémunération minimale légale, et en plus, on a un niveau de rémunération minimale conventionnelle. Et toutes les entreprises ont une convention collective applicable, et en plus, il y a une obligation de négocier. Et le gouvernement fait pression sur les branches pour effectivement revaloriser les salaires minimaux quand il y a une revalorisation du SMIC. Donc, oui, mais justement, l'idée, c'était, est-ce que finalement, il ne devrait pas rester au niveau de la branche et de la convention et pas être un SMIC national et universel ? Oui, mais s'il n'y avait pas de pouvoir contraignant gouvernemental sur la politique de rémunération conventionnelle, ça poserait un problème. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les années passées, où à un moment donné, le ministère avait constaté que les grilles conventionnelles n'évoluaient plus et où il a mis une pression sur les organisations patronales et syndicales en leur disant que vous allez vous remettre à la table de négociation pour négocier la revalorisation des salaires, sous menace de supprimer les exonérations de cotisations sociales. Donc on voit bien que il y a quand même une volonté des pouvoirs publics de forcer quand même les partenaires à se mettre autour de la table, tout en considérant qu'il doit garantir à minima ce que l'on appelle l'ordre public social, un niveau de rémunération aux salariés. Au final, est-ce que des salaires qui augmentent tout de même et régulièrement, ce n'est pas plutôt une bonne nouvelle pour la paix sociale, justement ?
C'est une bonne nouvelle en tout cas pour permettre le maintien du dialogue social, parce que si effectivement la question de la rémunération n'est pas évoquée, ça préjuge en tout cas d'une mauvaise santé sociale des entreprises. Donc il vaut mieux effectivement privilégier le dialogue. Après, on peut tout se dire dans le dialogue social et naturellement les mesures qui peuvent être proposées, les contre-propositions s'intègrent dans un contexte économique de l'entreprise qui doit être parfaitement partagé pour pouvoir effectivement trouver l'équilibre nécessaire à la négociation des rémunérations. Merci infiniment, maître Pascal Petrel. Je rappelle donc que vous êtes associé fondateur du cabinet Petrel et Associés. Et donc, eh bien, on vient de le voir, les effets pervers de l'augmentation du SMIC sont largement compensés par ces bénéfices, puisque le dialogue social est alimenté par cette augmentation quasi structurelle et obligée tous les trimestres pendant encore quelques temps. À la semaine prochaine.